C'est écrit dans l'image si vous regardez la vidéo, épisode 392, vous nous écoutez en podcast, c'est aussi bien, vous allez tout comprendre, c'est pas plus compliqué que ça. C'est l'épisode 392 ou 392, comme on dit chez une grande partie de nos auditeurs, avec cette semaine deux camarades de jeu qui sont ceux-ci, tenez, bah oui, ils sont là déjà. D'un côté j'ai David et de l'autre côté Sébastien. Bonjour. Tous les deux, David qui pour une fois n'est pas en Thaïlande mais en Belgique, Sébastien qui de son côté est en France. Je dis pas de bêtises, hein, c'est pas sous la pluie. Ouais. Sous la pluie comme dans le nord de la France et comme en Belgique. Donc ça, c'est plutôt un podcast du Nord, on va dire, un podcast nordique et sous la pluie que vous allez écouter. C'est comme d'habitude, hein, c'est une revue de presse technologique, vous le savez, c'est ce que ces deux zigomards ont trouvé d'intéressant à dire par rapport à l'actualité de la semaine, et des fois un petit peu élargi aussi, il faut bien le dire. Et donc c'est selon leurs affinités, mais voilà, c'est à vous de juger après de la pertinence du propos ou de l'actualité. N'hésitez pas évidemment à aller sourcer ces informations puisqu'on vous met les sources des articles d'où sont issues ces informations. Comme ça vous permet d'aller un petit peu plus loin vous aussi si vous le désirez. Voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, hein, comme toujours, les pouces vers le haut si vous êtes sur YouTube, les étoiles dans les applications de podcast, ça nous fait bien plaisir. Et merci également pour vos plus en plus nombreux commentaires. En l'occurrence sur YouTube, on a eu un commentaire québécois. Ça m'a fait bien plaisir. Quelqu'un qui commençait sa phrase en disant j'écoute régulièrement votre balado. Fallait pas aller plus loin, je savais qu'il venait du Québec. Merci à lui, en tout cas, il se reconnaîtra. Merci à ceux qui nous laissent également des commentaires ou qui partagent également notre veille technologique au travers des réseaux sociaux tels que Twitter, un peu, Mastodon de plus en plus. Je sais pas si tu l'as vu toi, Sébastien, est-ce que tu es sur Mastodon aussi? Et on échange, je suis sur Mastodon, là ça fait une semaine que je ne suis plus allé. Ah, ben voilà, tu iras voir, tu verras. Certaines news issues de notre veille technologique que nous partageons via les réseaux sociaux avaient été également reprises, partagées et commenter. Voilà qui est dit. Donc plus on est de fous, plus on s'amuse et soyez donc les bienvenus sur toutes ces plateformes de manière générale. On commence notre abécédaire parce que ça se passe comme ça chez nous par la lettre A, comme alto. C'est la séquence, on va l'appeler comme ça, hein, c'est presque une institution. C'est la séquence vieux con, oui, osons le dire, on remonte le temps 50 ans en arrière, Sébastien. Ordinosaure, moi j'aime bien le terme ordinosaure. Ah, pas mal, c'est effectivement un domaine de l'informatique qui m'intéresse, c'est la préhistoire de l'informatique. Ouais. Et je suis tombé cette semaine sur un article sur le site de IEEE.org et j'ai mis longtemps à trouver ce que c'était IEEE parce que tout le monde connaît ce logo-là. Mais IEEE, c'est l'Institute for Electronical and Electrical Engineers. En gros, c'est l'association des ingénieurs en électronique et en électrique qui ont écrit un article très en profondeur sur un ordinateur qui s'appelle le Xerox Alto, qui date d'il y a 50 ans déjà, oh mon Dieu, donc inventé dans les années 70, dans les années 70. Alors Xerox, pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une société qui a fait fortune dans les photocopieurs, et notamment ils avaient une licence, un brevet qui leur a permis d'engranger des millions, des milliards même, dans les années 60, et il faut voir aussi que fin des années 60, début des années 70, avoir beaucoup d'investissements sur sa feuille de bilan comptable à la fin d'année, c'était plutôt positif. Quand on investissait dans la recherche, c'était considéré plutôt comme un atout plutôt que comme un problème au niveau financier. Donc c'était bien vu des investisseurs. Et donc ils ont investi des milliards littéralement pour imaginer ce que serait l'ordinateur de demain. Il faut se remettre déjà à l'époque. C'était quoi l'ordinateur de l'époque? C'était des mini ou des mainframe IBM, des trucs qui venaient de la taille d'une armoire, d'une pièce, avec des gens en blouse blanche pour s'en occuper, avec des cartes perforées, avec des lecteurs de bande, etc. Et eux ont imaginé un ordinateur de bureau qui pourrait tenir sur un bureau. Alors l'Alto, il tenait pas sur le bureau, c'était juste l'écran et le clavier. Il était en dessous du bureau, comme on faisait avant. Si vous regardez la vidéo, vous avez l'image à l'écran là maintenant. Si vous écoutez l'audio, allez cliquer sur les liens dans les notes du podcast et vous verrez la photo de la bête dont je parle. Mais surtout, ils ont repensé, ou pensé, c'est pas même pas repensé, puisqu'il y avait rien avant, comment un être humain pourrait interagir avec cela. Et ils ont imaginé une métaphore du bureau, en disant l'écran principal, ça sera mon bureau, je vais pouvoir mettre des fichiers sur mon bureau. Mes fichiers, je peux les mettre dans des dossiers, je peux les déplacer, je peux les mettre à la poubelle. Et ça nous parle évidemment aujourd'hui. Évidemment, ça a l'air tout à fait normal ce que je suis en train d'écrire aujourd'hui. C'est ça. Mais il faut se remettre début des années 70. À l'époque, ça n'existait pas. C'est eux qui l'ont, quelque part, c'est eux qui l'ont inventé, ça.
Bien sûr, ils ont inventé tout ça. Ils se sont installés à Palo Alto, donc en Californie, parce que c'est près des universités de Berkeley et de Stanford. Ils ont engagé des gens brillants qui sortaient d'université. Ils leur ont donné des tas de budgets en disant vous me résolvez tout ça. Et donc ils ont inventé l'ordinateur, ils ont inventé le CPU qui était dedans, ils ont inventé un langage de programmation pour pouvoir programmer des applications, c'est Smalltalk. J'expliquerai ce que ça a donné par la suite. Ils ont imaginé cet ordinateur interconnecté en réseau, donc ils ont imaginé un système pour que les ordinateurs puissent se parler à travers un réseau câble, ce qui a donné Ethernet. Et une société 3Com, je vais en parler aussi. Ils ont imaginé un langage de programmation, oui, je l'ai déjà dit. Ils ont imaginé un système de fenêtrage où chaque application pourrait fonctionner dans sa propre fenêtre, où on pourrait éditer du texte et voir à l'écran la mise en page que je suis en train de faire. Parce qu'avant ça, les traitements de texte, c'était des trucs plutôt orientés commande, où on mettait bonjour machin, on mettait un code de contrôle avant et après pour dire de là à là, c'est du gras ou de l'italique, etc. Mais on voyait pas à l'écran, il fallait l'imprimer pour voir le rendu. Là, on le voyait à l'écran, donc ils ont inventé le concept de traitement de texte et de programme de mail. Ça fait beaucoup pour un gros groupe d'ingénieurs sur une très courte période de temps, fin des années 60 jusqu'à fin des années 70. Oui. Je te coupe juste un instant. Ils ont inventé aussi l'écran 9/16e qu'on voit maintenant comme une petite révolution dans les bureaux en disant format c'est chouette, finalement. Format A4, le format vertical. Ils ont inventé l'imprimante laser, ça fait partie du lot aussi. Bref, une centaine de personnes extrêmement talentueuses qui ont vraiment développé l'ordinateur du futur. Finalement, fin des années 70, ils ont réussi à en vendre quelques-uns. Ça coûtait une fortune, évidemment, mais ils n'ont jamais réussi à monétiser cette invention. Au contraire, tout le monde est parti à gauche et à droite. Alors, la liste des spin-offs et des sociétés qui ont été créées à partir de ça ou des technologies, et c'est assez impressionnante. Ils avaient inventé un système de référencement pour des cartes de description de produits qui a donné Hypercart et après HTML. Ils ont inventé un système de description de pages pour envoyer des commandes à une imprimante laser pour savoir quoi écrire. Les gens qui ont inventé ça sont partis, ils ont fondé Adobe après, qui a fait PostScript qui a fait le PDF. L'Ethernet, les fondateurs de ça sont partis, ils ont créé 3Com les plus connus aujourd'hui, mais c'est une société qui a fait fortune en vendant des cartes réseau pour PC et pour serveur. Ils ont inventé le langage Smalltalk, langage orienté objet, dont c'est plus tard inspiré Objective-C qui a donné Mac, et Next d'abord, et puis Java surtout. Ils ont inventé le programme de mail. Ils ont inventé le traitement de texte. Bref, c'est vraiment les ils se sont tout fait et ils se sont tout fait piller. Ils ont jamais fait vraiment d'argent avec tout cela. Mais s'il vous plaît, à chaque fois que vous utilisez un ordinateur, une fenêtre, un mail, un câble réseau, pensez aux gens de Xerox et de Le Parc. Et puis pour la petite histoire et l'anecdote, fin des années 70, Steve Jobs cherchait à donner un deuxième souffle à Apple qui avait eu l'Apple 1, l'Apple 2 qui a été un grand succès, mais il se demandait quoi faire après. Et c'est là que Steve Jobs a pris son inspiration avec des guillemets. Il s'est vraiment très très fort inspiré de ce qu'il a vu dans sa visite au parc pour créer le Lisa et puis pour créer le Macintosh. La souris aussi, c'était pas une invention. Oui, la souris, ça vient d'eux aussi. C'est un peu hybride. Enfin, je ne sais plus. J'ai peur de m'aventurer sur l'histoire même de la souris, parce qu'il y a un Suisse aussi dans l'histoire, nous dira Thierry Weber peut-être. mais je pense que c'est là qu'ils l'ont vu et qu'ils se sont dit tiens, ça c'est un truc, c'est l'interface homme-machine. La souris, ça devient un truc intéressant aussi. Ouais, dans la version que je connais de l'histoire, ça a été inventé au parc aussi. Il faudra demander à Thierry quelle est la version ou l'influence suisse. Mais effectivement, ça peut. Enfin, souvent les bonnes inventions apparaissent à plusieurs endroits en même temps. Mais effectivement, dans ce concept d'ordinateur nouveau, ils avaient imaginé un appareil qu'on puisse manipuler à une main qui permet de pointer un objet à l'écran et de le déplacer en le pointant à l'écran. Alors dit comme ça a l'air de nouveau un peu idiot et simple. On fait ça à longueur de journée. Pour en revenir à l'Alto ou Altos, ça, je sais plus comment on dit, enfin je sais pas, Alto. Pour vous l'imaginer un petit peu, vous voyez un air conditionné, vous voyez la grosse boîte avec la grille devant, c'est ça, mais avec des roulettes. Ça ressemble à ce machin-là, mais en même temps, quand on regarde 1975, c'est assez incroyable de voir que voilà, les choses ont quand même fort évolué, mais toutes les bases entre guillemets étaient déjà là, et
et voilà, je sais pas ce qu'en pense David. Il a une opinion sur ce sujet, sûrement. Oui, bien sûr, c'est très passionnant. Sébastien a quasiment tout dit. Moi, j'avais étudié en partie, j'avais regardé des vidéos sur l'histoire de Xerox. C'est en effet très 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 intéressant. Et je dirais pour toute personne qui veut en savoir plus, il y a beaucoup de documentaires très instructifs et ils ont en effet planté toutes les bases de l'informatique moderne. Ce qui est rigolo, pas toutes, mais une grande partie. La plupart d'entre nous, en tout cas les gens qui ont une cinquantaine d'années, se souviennent surtout de Xerox pour les photocopieurs. Pour les photocopieuses, Et je me rappelle de ce slogan. Alors je ne sais pas si c'était un vrai slogan de Xerox ou pas. C'était « Xerox pour la vie, il vous en reste toujours une copie ». Et je trouvais ça plutôt mignon, mais je ne sais pas si ça vient d'eux ou si c'était quelqu'un d'autre qui avait imaginé cette petite maxime. Voilà, on a fait le tour du propriétaire, comme on dit, c'était la séquence. J'ai con. Pour ceux qui ont... voilà, c'est comme ça c'est fait. Les moins de 50 ans n'ont pas vécu ça. Ceci dit, moi pas beaucoup non plus, parce que il faut bien dire aussi, et on terminera par là, c'est que toutes ces découvertes, toutes ces recherches, etc. du parc Xerox nous sont arrivées que bien plus tard à nous Européens, puisqu'il a fallu que ça soit digéré justement par les Apple, par les Microsoft, sans doute aussi un peu par IBM et autres, et avant que ça n'arrive sur le commerce en mode industriel. Donc ça a pris un peu de temps quand même avant qu'on y ait réellement accès. Ouais, pour nous, c'était les années 80. C'est ça, voilà, et on voyait ça sur les couvertures de revues informatiques à l'époque. On n'y touchait pas. C'était voilà. Ok, on peut passer. C'était bien trop cher. Oh là là, quelle affaire. La lettre B comme Black Lotus. On fait encore un voyage dans le temps. Quand je vois Lotus, moi je pense au tableur d'il y a longtemps. David, on parle de quoi en fait? On va parler d'un malware. On en voit tous les jours pour l'instant, mais celui-ci sort un petit peu de l'ordinaire dans le sens que c'est le premier bootkit UEFI public. UEFI pour expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui remplace les BIOS, donc la partie software qui est dans la ROM d'un ordinateur avant le démarrage du système d'exploitation. UEFI, ça veut dire Unified Extensible Firmware Interface, et c'est plus qu'un BIOS, c'est en fait un mini système d'exploitation qui a le but d'avoir une plus grande flexibilité de boot, qui permet d'avoir des disques de plus grande taille pour booter, qui permet de fournir un environnement avant le démarrage du système d'exploitation plus flexible, multilingue, avec une interface graphique et modulaire. Alors, le malware ici en question est un malware qui est apparu en octobre 2022 et qui était vendu pour la somme de $5,000 sur des forums de hackers. Il prétendait être capable de bypasser la protection Secure Boot, qui est une protection qui est au niveau du BIOS justement pour empêcher de démarrer du code qui n'est pas signé, qui n'est pas sécurisé. Il prétendait également de pouvoir être indétectable au niveau du système d'exploitation, d'être protégé contre l'effacement même à partir du ring 0 qui est l'anneau de sécurité 0 qui a le plus de droits au niveau d'un système d'exploitation. Il est capable de fonctionner également en mode recovery, en save mode, et permet d'infecter un Windows 11 complètement à jour avec toutes les mises à jour de sécurité. Il désactive la protection d'intégrité de code qui s'appelle HVCI. Il permet de bypasser les protections de Windows Defender et de bypasser l'UAC qui est le User Account Control, c'est le petit dialogue qui demande l'autorisation d'exécuter un programme en mode administrateur. Alors, c'était beaucoup de choses qui prétendaient. C'était considéré comme étant plus ou moins un mythe, mais les experts de l'ESET, qui est une société spécialisée dans la sécurité informatique, annonce tout récemment que le mythe est devenu réalité. C'est un malware qui est extrêmement difficile à analyser de par justement ses méthodes d'évasion. Il exploite une faille de sécurité
qui aurait été patché par Microsoft en janvier 2022, mais l'attaque est toujours possible parce que les binaires qui sont signés n'ont toujours pas été mis dans une liste de révocation de l'UEFI. Donc voilà, c'est quelque chose de très 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 inquiétant. La menace est apparemment très sérieuse et c'est en fait le premier malware UEFI réellement utilisé est quelque chose qui est utilisé au niveau d'espionnage. Je pense que c'était il y a 2 ou 3 ans et qui a également piraté une centrale nucléaire. Un petit truc à noter, c'est que le malware ici n'infecte pas volontairement tous les pays, je ne sais plus comment on appelle ça en français. Dis-le en thaïlandais. Oui, par exemple. En thaïlandais. En anglais, ça marche aussi. Oui, en fait, ce sont les CIS, Communauté d'États indépendants, je pense, c'est ça. D'accord. Donc ce sont des pays qui comprennent la Russie, l'Ukraine, l'Arménie, le Bélarus, le Kazakhstan, la Moldavie et la Roumanie. Donc apparemment, c'est quelque chose qui vient de ce côté-là. Et voilà, c'est très inquiétant et c'est un malware qui sort de l'ordinaire. Est-ce que c'est un malware qui peut attaquer la masse, c'est-à-dire le grand public de manière massive, ou il s'est ciblé pour faire de l'espionnage, par exemple, pour attaquer une machine spécifique, ou comment ça se formalise dans Apparemment, ici, c'est vraiment grand public, parce que $5, c'est vraiment... $5,000, c'est pas grand-chose pour des hackers qui veulent hacker en masse. Et ça permet de compromettre des machines entièrement à jour, Windows 11. Ça permet également de désactiver BitLocker, donc l'encryption de disque. Une fois qu'il s'installe sur la machine, il désactive d'abord la protection d'intégrité de code. Il reboot automatiquement, il désactive le BitLocker, il désactive toutes les protections et il fait tout ce qu'il veut parce qu'en fait, il est chargé avant le système d'exploitation. On a beau redémarrer en safe mode, en mode recovery, il est toujours là. Donc, j'ai une question, monsieur. Désactiver le BitLocker. Donc, BitLocker, c'est un système de chiffrement du volume, donc du disque dur en quelque sorte, du volume. Mais si les données sont déjà encryptées et que je le désactive, bonne question. C'est inutilisable. C'est intéressant pour des nouveaux volumes au niveau de l'OS, on va dire je vais le chiffrer, au fait il sera pas chiffré, mais si le volume est déjà chiffré, ouais, c'est ça, s'il est déjà chiffré, sur ce point-là, hein, le reste je suis d'accord avec ce que tu dis, David, c'est vraiment c'est méchant. Je n'ai pas vu l'information exacte là-dessus, mais je sais qu'il y a 2 choses différentes pour le BitLocker. Donc, il y a d'un côté l'encryption des données du disque tel quel, et si on désactive le BitLocker en background, il va désencrypter les données. Et deuxièmement, il y a la possibilité d'avoir un mot de passe avant le boot, le pre-boot authentication, qui lui, si on n'entre pas un mot de passe avant de démarrer avant que le système d'exploitation démarre, il refuse et les données restent encryptées. Alors, je ne suis pas certain à 100%, mais je pense que c'est le deuxième cas qui est concerné ici, parce qu'en fait, le système d'exploitation démarre et le BitLocker en fait ne va pas démarrer si le matériel a changé ou que le disque a été mis dans une autre machine. Et donc voilà, c'est à confirmer. Je rechercherai l'information, mais en tout cas, moi d'expérience, je sais que si on n'a pas mis de mot de passe avant le boot, la machine démarre et si on désactive le BitLocker, il va désencrypter les données en arrière-fond. Ah oui, ok. Bon, mais écoute, on a mis les liens, parce qu'il y a un article très très complet, encore plus complet que ce que tu viens de nous dire, c'est dire, que je parcourais en même temps, qui est d'une longueur, c'est sans fin. Donc, je pense que ceux qui s'y intéressent vraiment au sujet trouveront là de quoi se rassasier et avoir toutes les informations possibles et imaginables sur cette problématique, sur ce Black Lotus UEFI Bootkit. C'est ça, hein. Donc, voilà, on a mis les liens. Est-ce qu'on a un truc à rajouter sur ce sujet-là ?
pense pas. On n'a pas mis le lien du forum pour l'acheter, par contre. Ah, on pourrait le rajouter. Pour se faire plein d'amis du côté des pays de l'Est. C'est encore des petits territoires à conquérir pour nous, petits podcasteurs. Non, on va pas le faire, évidemment. Vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc voilà, ok. Bon, tout ça est bien noté et ça ne nous rassure de nouveau pas. Faut être clair, chaque fois qu'on parle de ce genre de problématique, on ressort de là un petit peu dépité, quoi. On se dit, oups, bon, ok. Passons à la lettre suivante, du coup. F comme Facebook. Ça, on sait que c'est pollué d'origine. On peut dire ça. Sébastien, on parle de Facebook qui met son propre browser dans son app Android. Qu'est-ce que c'est que c'est un véritable virus de nouveau, quoi. Non, justement, pour une fois qu'il y a une société qui s'occupe vraiment de notre confidentialité, notre privacy, comme on dit en anglais, et qui fait des efforts d'ingénierie pour augmenter le niveau de sécurité, on va saluer l'effort. Oui. Non, je suis ironique, évidemment, parce que comme l'a dit Marc dans son intro, c'est Facebook, et Facebook n'a pas vraiment une histoire à protéger notre confidentialité. Pour ceux qui utilisent encore Facebook, vous savez que vous avez une application sur Android et sur iOS, et que quand vous cliquez sur le lien que quelqu'un à partager ou une histoire ou une pub qui vous est mise, Facebook vous ne sortez pas de l'application Facebook, vous restez dans l'application Facebook et il ouvre une petite fenêtre qu'on appelle une WebView en termes de développeur. En gros, c'est un mini browser mais fourni par le système d'exploitation, donc par Android ou par iOS, et qui fait que le rendu d'une page HTML. Donc en gros, c'est comme Safari ou Chrome sur Android, sauf que vous n'avez pas la barre d'URL, vous n'avez pas les bookmarks, vous n'avez pas le bouton arrière, ou enfin voilà. Ce n'est que le rendu. Mais c'est que le rendu de la page. Ça pose un problème à Facebook. Alors, il y a la version officielle et puis il y a celle que moi je comprends derrière. Officiellement, ça leur pose un problème parce que ce composant-là, pardon, je tape dans mon micro en parlant, ce composant-là n'est pas mis à jour assez souvent selon eux, et donc parfois comprend des failles de sécurité qui sont exploitées dans la nature, et ils trouvent que la confidentialité, la sécurité de leurs clients serait mieux préservée s'ils pouvaient contrôler eux-mêmes la version du navigateur qui serait dedans, évidemment. Tout ça part d'un bon sentiment, je vous ai dit. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de redévelopper une fonctionnalité équivalente, un WebView, en quelque sorte, un mini browser. Il y a suffisamment d'engins de rendu open source, Chromium en est un. Chromium, la base de Brave, de Edge, de Chrome, évidemment, qui permettrait à Facebook de ne plus utiliser, sur Android, je parle parce que sur iOS c'est interdit, de ne plus utiliser le WebView standard fourni par Android, mais utiliser le leur. Officiellement, je répète, pour nous protéger contre les potentielles failles de sécurité, parce que vous savez, les gens mettent pas Android à jour assez souvent, parfois même voilà. Et donc là, ils permettraient à chaque update de l'application de mettre le dernier truc. La réalité, c'est que quand eux font ça, ils contrôlent non seulement l'endroit où vous allez, c'est-à-dire le site web que vous allez voir, mais ils vont contrôler le moindre fait et geste sur cette page. Si vous scrollez un peu, si vous attendez un peu plus à un endroit de la page, si vous mettez un doigt, mais même sans nécessairement activer le clic, tous vos comportements sont enregistrés, donc ça leur permet d'avoir une mine d'informations qu'ils n'ont pas quand ils utilisent le WebView standard du système. Donc derrière ces bonnes intentions de dire oui, mais c'est pour votre privacy, c'est pour vous fournir plus de sécurité quand vous naviguez sur le web, moi je vois là une tactique encore pour collecter encore plus d'informations sur les articles qui vous intéressent. Est-ce que vous avez scrollé en arrière, est-ce que vous êtes revenu dessus, etc. Est-ce que vous avez copié une image, etc., parce que de là on peut tout faire. Chaque interaction, si on sélectionne un texte à un moment, c'est leur composant, donc ils verront toutes les interactions utilisateurs faites sur ce composant-là. Bon, après, intéressant comme stratégie, ça nous ramène, je crois que c'était dans l'épisode de la semaine passée ou de la semaine avant, vous parliez de la guerre des browsers. Edge, Chrome, Brave, etc. En se rappelant aussi Ordinosaur de la guerre de Microsoft et d'Internet Explorer qui est officiellement mort maintenant, mais on voit que ça continue dans les apps également, avec des moves comme celui-là de Facebook. Donc ça va venir sur Android bientôt, il s'est déjà déployé, c'est disponible pour un minimum d'utilisateurs et ils ont l'intention de déployer à plus d'utilisateurs. Je ne sais pas s'il y a moyen de savoir lequel des deux on utilise, je ne sais pas s'il y aura une différence visuelle ou pas, mais de toute façon il n'y a pas grand-chose à faire, c'est leur politique, donc c'est soit on arrête d'utiliser l'application Facebook, soit on accepte. Ce qui est étonnant, c'est que Google l'accepte dans Android alors qu'Apple ne l'autorise pas dans iOS.
iOS. Alors, c'est une question politique sans doute. Il y aurait une des raisons qui est de montrer aux régulateurs que, vous voyez, Google a de la compétition. On n'est pas en situation de monopole sur la plateforme Android, comme Google et Apple sont sous le feu de certaines investigations de régulateurs. C'est un moyen de montrer palle blanche en disant, vous voyez, Facebook il fait ça et c'est quand même des milliards d'utilisateurs sur la planète. Apple risque d'avoir des problèmes d'ailleurs avec cette politique de ne pas autoriser d'autres navigateurs que le leur. Il risque d'être obligé de changer dans cette année ou l'année prochaine. Ceci étant dit, d'avoir une application dans laquelle on intègre son propre navigateur, ça pose pas beaucoup de questions non plus au niveau légal ou autre, parce que finalement... Ah, c'est tout à fait légal. Voilà, c'est ça. Tu peux très bien faire une application qui serait un navigateur, par exemple, et qui collecterait le même type d'informations. Après, t'aurais pas les leviers qu'a Facebook pour venir... Exactement. Pour pénétrer le marché, pour être dans le téléphone de chacun et chacune, mais l'idée, c'est la même, en gros. Il faut bien se rendre compte que celui qui fait votre navigateur a une tonne d'informations sur vous, potentiellement une tonne. Je ne dis pas qu'ils les exploitent. Google, à mon avis, oui. Il faut savoir les exploiter, il faut être honnête, c'est pas non plus... mais ils savent quel site web vous visitez, combien de temps vous restez sur les pages, où vous scrollez, etc., ce que vous cliquez, ce que vous sélectionnez. Est-ce que c'est pas plus, dans l'idée, c'est pas plus de mettre à disposition des gens qui font du marketing ou autre, des outils justement pour pouvoir voir sur une page, qu'on voit ça de temps en temps, par exemple, je sais pas comment on fait ça, mais pour là où se porte le regard dans une page web, par exemple, pour dire, tiens, comment on va construire la page, la construction, le design d'une page web ou autre, est-ce que c'est pas plutôt dans cet esprit-là de dire tiens, on va ainsi pouvoir dire à des clients, regardez votre page, comment est-ce qu'elle est consultée dans la masse de gens qui consultent votre page. Tu vois ce que je veux dire? Pour Google peut-être, pour Facebook, il y a vraiment un intérêt de te profiler, puisque c'est ça leur fonds de commerce, c'est te vendre de la parce qu'ils ont tes coordonnées, ils savent qui tu es, etc. Ils savent tes amis, ils savent combien de temps tu regardes un article qui parle de XYZ sur telle marque de voiture, etc. Une petite opinion du côté de David ou pas, ou c'est comme tu veux, mais après on passe à la suite. C'est inquiétant comme tout ce qui envahit pas la vie privée, mais qui espionne les gens, mais qui touche la vie privée. Je dirais c'est déjà partout. C'est juste une note de plus dans la musique et c'est pas la dernière. Non, et bon, voilà, voilà, j'ai rien à rajouter, en fait. C'est très bien. Si vous, par contre, de votre côté, vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Comme on le disait en début d'épisode, évidemment, on vous lit toujours avec plaisir. La lettre H, c'est dans la suite de notre abécédaire. H comme Hotmail. David, rappelons-nous, qui n'a pas eu une adresse mail Hotmail dans le passé, avec tout ce que ça supposait comme suspicion de la part des gens à qui vous donniez votre adresse mail, parce que Hotmail à l'époque d'internet où il y avait quand même, on savait qu'il y avait quand même déjà un peu de site de charme, appelons ça comme ça, à disposition. Quand tu disais mon adresse mail c'est tonton@hotmail.com, on vous regardait en disant ah ouais c'est ça. Eh bien ah oui, toi aussi, c'est ça, David. Hotmail va devenir payant. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hotmail va devenir payant, oui. Hotmail, en fait, a été repris par Microsoft il y a déjà un bon petit paquet d'années. Et les utilisateurs d'Hotmail, les utilisateurs qui avaient un compte @hotmail.com, ont été avertis par un message qui devrait supprimer des emails sous peine de devoir recourir à une version payante. Alors au début on pensait que c'était un spam ou une arnaque parce que c'était un petit peu douteux, mais non. Oui. En fait après la reprise de Hotmail par Microsoft, donc aujourd'hui normalement on ne peut plus créer d'adresses Hotmail mais uniquement des adresses Outlook, Live et les autres domaines de Microsoft. Et ces emails ont une limite qui était limitée depuis des années à 15 gigas
en tout. Et pour les utilisateurs qui avaient une adresse @hotmail.com, eux avaient toujours droit à avoir des emails illimités. Et ça ne va plus être le cas. Il faut savoir que les gens qui avaient une adresse @hotmail.com l'ont créée au maximum en 2013. Donc depuis 2013, dans le meilleur des cas, il y a moyen d'avoir beaucoup d'emails et 15 gigas, on y arrive vite. Mais ce n'est pas 15 gigas la limite, ça va être 5. Donc à moins de recouvrir à la version payante, on n'aura plus droit qu'à 5 gigas. Espace de stockage, OneDrive y compris. Donc le OneDrive de Microsoft, si on se log sous son Windows avec une adresse @hotmail.com, on aura droit à 5 gigas en tout. Et pour ne pas avoir cette limitation, on nous demande de payer pas moins de 99 € par an, ce qui n'est pas rien. Ce qui est pas rien. En même temps, c'est une solution aussi pour voir quelles sont la quantité d'adresses inutilisées. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une adresse Hotmail. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'était bien avant Gmail, évidemment. Bien avant Gmail. Et ça permettait, quand on s'abonnait à des newsletters ou on se connectait à des sites, machin, etc., on recevait une volée de spam à longueur de journée, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Hein, ça n'a pas changé. Mais aujourd'hui, on a des outils pour nettoyer, etc. À l'époque, ça arrivait, ça gonflait la boîte, et finalement, les gens s'en fatiguaient, changeaient d'adresse mail, tout simplement, et passaient. Ils ont créé une nouvelle. Ils ont créé une nouvelle ailleurs. Et donc, j'imagine que là, c'est une bonne solution aussi pour dire, tous les gens qui vont pas payer, on va considérer que ce compte n'est plus utilisé, donc, finalement, réduire à 5 gigas, c'est pas un gros problème, pour eux. Moi, je pense que c'est comme ça que c'est interprété. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien, mais c'est pas complètement idiot. Non, les services, ça se paye. Hein. Si vous ne payez pas, c'est que c'est vous le produit. Donc, je préfère payer et être immune, protégé contre le profilage publicitaire dont on parlait avant, et avoir un peu de stockage ou autre. Donc, voilà, n'oubliez pas que Google analyse vos mails aussi. Quand je vais voir sur Google Maps, après avoir reçu un email de confirmation d'Airbnb, par exemple, il y a un petit point sur Google Maps qui me dit votre Airbnb de telle date à telle date. Ça veut dire qu'ils ont lu, leur système ont ouvert mes mails, ont lu mes mails et utilisent cette information pour enrichir ma carte. J'ouvre une parenthèse par rapport au compte qu'on ne paye pas, justement, type Gmail. Et il y a un truc qui est à proscrire, paraît-il, surtout avec les services américains, tels que Gmail par exemple, c'est d'échanger et de parler avec ses correspondants simplement de $. Il paraît que ça énerve beaucoup les Américains et l'État, enfin les autorités américaines, et que ça peut, à un moment donné, tu peux très bien, tu dis tiens, je vais partir en vacances aux États-Unis, mais je vais renouveler mon visa, mon machin, ça. Ah non, vous n'êtes pas les bienvenus. Tout simplement parce qu'à un moment donné, tu as eu un échange. Oui, ils sont très, très sensibles sur ce sujet-là, paraît-il. Alors, est-ce que c'est de la parano, du complotisme gratuit, machin, ça, j'en sais rien. Mais j'avais épinglé cette info en l'écoutant, je ne sais plus où, et c'est quand même très, très bizarre, parce qu'on le sait bien. Enfin, tu as un compte Gmail, il peut être scruté par les robots de Gmail sans aucune difficulté, et ta pub va être d'autant plus ciblée. Donc, si on peut le faire pour de la pub, on peut le faire pour d'autres offices également, quoi. Donc voilà. Je ferme la parenthèse. Boum, voilà. Je sais pas s'il y avait un truc à rajouter, David, ou pas. Oui, si je rajoute un petit truc, moi je connais quand même pas mal de personnes qui ont toujours des adresses Hotmail depuis fort longtemps, et pour certaines personnes, ce n'est pas bon marché de payer 99 € ou 99 € par an, surtout voilà, du jour au lendemain. Pour ce qui est des spams, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'adresses qui sont probablement remplies de spams depuis des années, mais une solution, ça serait tout simplement de dire, écoutez, les adresses email qui n'ont plus été accédées depuis X années, voilà, elles vont passer à la trappe, tout comme un compte en banque qui dort depuis trop longtemps est fermé par défaut. Oui, c'est une solution. Ça aurait été sympathique qu'il y ait une gradation, peut-être un abonnement moins cher avec une restriction. Pourquoi 5 gigas alors que les autres comptes Microsoft c'était 15 gigas? Je n'ai pas eu l'information s'ils allaient diminuer les autres comptes gratuits de 15 à 5. Ça c'est aussi une question. Ah oui. Voilà. Oui. Ok. Bon vous voilà averti. Hein, si vous avez un compte. Un compte Hotmail ou un compte avec un domaine propre à Microsoft, parce que ça peut être aussi indicateur de ce qui pourrait se passer dans les mois ou les années
qui arrive. On est à la lettre S. S comme Shazam. Tout le monde connaît cette application. Ça fait quelques années maintenant qu'elle existe, de reconnaissance de chansons. Hein. Voilà, vous êtes en blind test, vous ne reconnaissez pas la chanson. Hop, un petit coup de Shazam et l'application vous dit c'était tel artiste avec tel titre, etc. Et vous gagnez évidemment. Eh bien, il y a quelqu'un qui a inventé un Shazam un petit peu particulier, Seb. C'est toi qui as décroché l'info, qui a trouvé l'info, qui l'a partagé sur notre Slack de vieille technologie. Oui, bien sûr. De veille technologique. C'est une start-up américaine qui décide d'appliquer des techniques d'apprentissage machine. Après tout le mal qu'on dit de l'apprentissage machine, je pensais que c'était peut-être bien d'en dire un peu de bien aussi, pour écouter les bruits que fait votre voiture et pour en déduire et en prédire les pannes. Donc concrètement, comment ça marche ? Il faut modifier votre voiture, il faut aller mettre un capteur de son. J'ai pas envie de dire un micro parce que vous allez penser plutôt au truc qu'on voit à la télé, mais c'est plutôt une boîte, hein, mais bon, c'est bien ça. C'est un capteur de son à l'arrière, un autre à l'avant et une petite boîte au milieu qui collecte tout ça, qui analyse tout ça. Et je suppose qu'il y a des modèles qui ont été entraînés avec des heures et des heures et des heures de son de voiture et labellisés pour dire voilà, ça c'est le son qu'une voiture quand il va se passer ça ou quand il se passe ça. Et donc le modèle est capable d'écouter entre guillemets le son de votre voiture et de vous signaler des pannes courantes ou à venir. Attention, pensez à faire régler ça ou à faire régler ça, juste basé sur le bruit qu'elle fait. Ça m'a amusé cette nouvelle parce que d'abord la première raison c'est que pour une fois c'est une utilisation plutôt maligne et intelligente de l'intelligence artificielle. Ça m'a amusé aussi parce que sur le site web, si vous scrollez tout en bas de la page, il y a un quiz où on vous donne 4 sons de voiture et 4 solutions et vous devez dire à quel son correspond quoi. Problème de gaz d'échappement, problème d'amortisseur, problème de courroie et je sais plus quoi. J'ai fait 1 sur 4, donc battez-moi, ça doit pas être très difficile. J'ai pas de voiture aussi, si ça peut expliquer cela. Et puis parce que ça rattache à quelque chose qui est utilisé dans l'industrie déjà depuis très longtemps, ce qu'on appelle la maintenance prédictive, où c'est très courant dans des chaînes de fabrication aujourd'hui, ou des chaînes de distribution. Pensez, je sais pas moi, des courroies de tapis roulants, comme vous pouvez les voir dans des centres de tri de logistique ou de la poste, par exemple. C'est très courant aujourd'hui d'avoir des petits capteurs qui vont capter les vibrations des différents moteurs, des différentes pièces, et qui vont pouvoir collecter ces informations et apprendre surtout au fil du temps même quel visuellement, est le comportement normal de la machine ou quel est le comportement anormal. Même visuellement, on en parlait la semaine passée avec Aurélien, avec un capteur genre capteur de caméra, mais une caméra un petit peu particulière qui détecte les mouvements de pixels. Exactement. Et donc tu peux, si même à l'œil nu tu ne vois pas l'objet vibrer, parce qu'il vibre à une fréquence tellement élevée que ton œil ne le perçoit pas ou qu'un objectif de caméra ne peut pas le percevoir. Et cet outil-là permet de voir que l'objet est en vibration et que donc forcément il va y avoir une usure mécanique avancée à un moment donné, quoi. Donc voilà, oui, ce sont des outils qui aujourd'hui aident pas mal le diagnostic. Ceci étant dit, un très très bon mécanicien qui connaît bien son affaire, il a l'oreille, hein. Il peut. C'est le Delco, ça, monsieur. Non, mais des fois, il va falloir changer sur certains vieux moteurs, etc. Ils ont même un outil, une espèce de stéthoscope entre guillemets. C'est une tige métallique en fait qui pose sur le bloc moteur et ils peuvent comme ça écouter les vibrations du moteur et dire tiens là il y a un problème de je sais pas moi de piston, de chemise de piston ou autre. Il y a une vibration pas normale, etc. Et donc les connaisseurs y arrivent. Oui. Combien de temps avant que cette start-up se fasse racheter par un fabricant et que ce genre de technologie soit inclus dans les voitures? À mon avis, certains le font déjà, peut-être pas avec des micros et le son, mais avec des vibrations. Je suis à peu près certain que sur certains modèles chez Stellantis, il y a ça déjà. Oui, peut-être. Ouais. Ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir comme tu l'as titré, cette espèce de Shazam sur son téléphone portable et que l'on puisse, par rapport à n'importe quelle voiture, faire le diagnostic nous-mêmes et sans devoir faire une installation coûteuse et laborieuse par ailleurs. Ce serait une solution aussi. Je ne veux pas me mettre de mécanicien au chômage, hein, c'est pas la question. mais je trouverais ça plus magique, moi, personnellement. Alors, j'ai repris le titre de l'article qui est dans les notes du podcast. C'est eux qui parlent de Shazam, mais ça n'a rien à voir avec Shazam, évidemment. Hein, non, mais c'est le principe. Portable, c'est un truc, mais c'est le principe de reconnaître des sons. Sauf que Shazam fonctionne avec un système d'algorithmes et de checksum assez complexe, tandis qu'ici, on parle bien d'intelligence artificielle. Et là, j'ai quand même un coup de gueule sur le
le mec qui a écrit, ou la nana, non c'est un mec, qui a écrit l'article, parce qu'il dit le système qui a l'oreille absolue et qui écoute votre voiture et en déduit les pannes. Et c'est pas de l'oreille absolue, c'est de l'IA. Donc il y a des gens qui ont collecté des heures et des heures et des heures de bruit de voiture, qui les ont annotés à la main en disant ça et c'est des petites mains, on en a déjà parlé dans le podcast ici, plein de fois, des petites mains de l'informatique qui doivent se taper ce genre d'annotation à la main pour pouvoir entraîner des modèles et reconnaître les bruits dans le futur. Donc c'est pas de l'oreille absolue, c'est juste des stats et de la probabilité. Mais dès qu'il y a quelque part dans une phrase les initiales IA ou AI, c'est selon, automatiquement les journalistes se lâchent sur les adjectifs et c'est toujours bluffant, extraordinaire, fantastique et tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut garder les pieds sur terre et c'est ce que nous essayons de faire. C'est juste des maths. Voilà, c'est des maths. Ok, on a fait le tour de cet outil qui pourra rendre des services éventuellement dans l'avenir. Ceci étant dit, sur un moteur électrique, le diagnostic, il est tout trouvé. Hein. Parce que ça, là, c'est plutôt sur c'est de la mécanique aussi. C'est vrai que ça peut être aussi sur d'autres pièces que le moteur à explosion. On est d'accord. Alors, ils l'ont entraîné d'abord sur des moteurs électriques, ils expliquent dans l'article, parce que c'était justement plus facile, parce qu'il y a moins de bruit parasite venant du moteur lui-même, donc plus focusé sur la mécanique de la voiture elle-même. Ouais, mais par extension, ça marche sur les moteurs thermiques aussi. Ok, ça va. Un truc à rajouter, David, sur le moteur, sur l'outil ou pas? Ok, d'accord. C'est ce qui nous permet de passer directement à la lettre S. Enfin, on reste à la lettre S. S comme super résolution. David, Microsoft offre le VSR. Alors, il va falloir nous expliquer tout ça. Il offre le VSR également pour certains GPU AMD. Voilà. De quoi s'agit-il ? On parle de le VSR, c'est le Video Super Resolution. J'en ai parlé dans un podcast précédent. Si vous vous souvenez, j'avais parlé donc de cette technologie qui était intégrée déjà sur Chrome et qui allait être intégrée sur Edge. Et on attendait que Nvidia sorte leur driver, qu'ils ont d'ailleurs sorti ce 28 février dernier, qui permet de faire de l'upscaling en intelligence artificielle des vidéos jouées dans un navigateur Internet. Et ça ne supportait que les cartes graphiques RTX génération 3000 et 4000. Là, Microsoft a annoncé qu'ils ajoutaient le support du VSR de leur côté et qui supporte également les cartes graphiques RTX génération 2000, mais supporte également des cartes graphiques AMD à partir des Radeon RX 5700. Donc c'est une très bonne nouvelle parce que voilà, c'était une technologie qui n'était proposée que par Nvidia et qui mettait un peu sur le côté toutes les autres personnes. Et donc cette technologie est déjà disponible sur le canal Canary. Donc le canal Canary, c'est le canal bêta, donc les versions de test avant qu'elles soient sorties, est disponible pour 50% des utilisateurs sur le canal Canary. Les conditions pour pouvoir avoir accès à cette technologie, il faut que la vidéo soit en résolution inférieure ou égale à du 720p. Il faut que l'ordinateur soit connecté sur le secteur parce que pour un laptop, ça va faire augmenter la consommation. Il faut également que la vidéo soit au minimum d'une résolution de 192 x 192 pixels et qu'il n'y ait pas de DRM. DRM, ce sont les protections de Digital Right Management. Donc, si la vidéo a un DRM, ça passe par une puce de sécurité et le navigateur n'a pas accès au flux vidéo en direct pour faire l'upscaling. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu l'occasion cette semaine-ci d'essayer le VSR Nvidia, vu qu'ils ont sorti leur driver. C'est sympathique sans être exceptionnel, surtout quand on a déjà eu une Nvidia Shield qui faisait déjà de l'upscaling en intelligence artificielle. Mais bon, c'était sympathique tout sans faire de l'excès dans l'augmentation de résolution, en tout cas d'après mes tests. Et une nouvelle également, c'est qu'apparemment Intel suit le mouvement et proposerait très prochainement dans Chrome. Il paraîtrait qu'il y a déjà moyen de l'activer pour certaines utilisations manuellement, et lui supporterait également les
iGPU, donc les GPU intégrés au processeur depuis la génération Core i10. Donc Nvidia qui avait proposé quelque chose de révolutionnaire, finalement les autres lui emboîtent le pas. Et pour ce qui est d'Intel, avoir cette technologie sur des chipsets intégrés, je trouve ça très intéressant. On a une petite vidéo de présentation où, comme le fait souvent d'ailleurs Nvidia, ils font le test, ils vous montrent l'original et la copie améliorée sur le côté. C'est quand même... C'est du beau travail, il faut le reconnaître. On peut être bluffé. Alors après, on va voir aussi à l'usage peut-être les artefacts que ça va créer, parce que voilà, quand on commence à upgrader une image, forcément il y a des informations qui sont peut-être pas dans l'image d'origine, ça va être compliqué de les inventer, sauf si derrière l'intelligence artificielle va chercher. Il les invente, mais pas toujours de la bonne manière. Voilà, c'est ça. Et donc il faut des fois faire un petit peu attention à ça aussi. Mais ceci étant dit, c'est quand même plus agréable à regarder. Quoi qu'il, c'est plus agréable à regarder. Par contre, contrairement aux démos de Nvidia où on a un slider qui permet de voir la différence côte à côte, il n'y a pas moyen de faire ça dans un navigateur. Il faut aller dans le contrôle panel de Nvidia et activer, désactiver, regarder de nouveau, voire prendre en photo l'écran ou faire un screenshot pour comparer. Ce n'est pas toujours si évident que ça. Et voilà. Et en effet, pour les artefacts, j'ai eu un cas d'une vidéo. C'était un vieux clip d'une vidéo de musique des années 80. Et en effet, il y avait le visage du chanteur qui ressemblait un petit peu à quelqu'un d'autre. Du coup, évidemment, si l'image de base est vraiment très très dégradée, genre 4 pixels qui se battent en duel dans une toute petite fenêtre, ça va être difficile d'imaginer ce que ça devrait être, quel rendu il devrait y avoir. Plus l'image d'origine est dégradée, moins le résultat sera probant. Mais ça peut donner bon espoir à ceux qui ont encore des archives numérisées, mais d'anciennes cassettes VHS et des choses du genre. Ils vont pouvoir peut-être un tout petit peu améliorer le rendu pour que ce soit plus agréable à regarder en famille éventuellement, des choses comme ça, mais ça reste intéressant. Hein. Je sais pas ce qu'on pense de c'est via un navigateur uniquement ici. Donc, oui, on a bien compris. Mais je parlais du principe de manière plus générale. Sébastien a peut-être une opinion sur ce sujet. Non, rien à ajouter par rapport à la très bonne description que David a faite. Ok, bon, David il tient ça à l'œil, et c'est le cas de le dire, régulièrement, donc on aura encore certainement l'occasion d'en reparler. Sébastien, on est toujours à la lettre S, décidément. S comme Sébastien, aussi, puis S comme Sonos, la marque Sonos, les haut-parleurs connectés, vous savez, voilà, c'est l'écosystème Sonos qu'on apprécie assez bien chez Techno. On avait d'ailleurs fait quelques hors-séries sur ce sujet il y a quelques années, en décrivant les évolutions de la gamme Sonos. Sonos qui lance de nouveaux produits, justement, c'est l'occasion de faire un petit peu le point, Sébastien. Ouais, alors c'est pas un placement de produit, je le répète, comme à chaque fois qu'on parle de produit, je ne suis pas payé par Sonos pour le faire, c'est moi qui ai choisi d'en parler, parce que comme l'a dit Marc, c'est un produit que j'aime bien, que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui me plaît vraiment bien, qui permet d'écouter de la musique dans différentes pièces, qui était assez innovant il y a 10 ans, alors de nouveau maintenant il est copié et largement copié, mais à l'époque il permettait et c'était le seul qui faisait ça, de lancer de la musique et d'avoir plusieurs diffuseurs, haut-parleurs qui jouaient le même stream en même temps, sans se désynchroniser, parce que vous savez, avec les problèmes de buffering, il suffit d'une paire de paquets sur le réseau, et puis vous en avez un qui est 2-3 secondes derrière l'autre, ce qui fait une espèce d'effet d'écho très désagréable. Eux, au contraire, ils avaient inventé et breveté d'ailleurs une technologie qui permettait aux parleurs de se synchroniser entre eux à travers le réseau Wi-Fi. En gros, ils réencodent le son qu'ils reçoivent du stream officiel, et ils injectent des timecodes dans le stream de manière à ce que ça soit quasiment impossible pour deux haut-parleurs de se désynchroniser. C'est une technologie qui a d'ailleurs été copiée grossièrement par Google. Parce que, ils sont en procès d'ailleurs. Je n'ai pas la suite de cette histoire. Non plus, mais la genèse de l'histoire, c'est à un moment donné, Google avait fait appel à Sonos pour peut-être faire, justement, au moment où ils mettaient en place l'idée de faire des enceintes connectées, c'était dit, on va s'adosser à un fabricant. Sonos, ils ont un bon produit, ils ont beaucoup discuté. Sans doute que les ingénieurs
de Sonos ont lâché un peu des informations sur leur technologie et que finalement Google n'a pas poursuivi, ça se sait d'ailleurs avec Sonos, mais ont poursuivi sans Sonos, mais avec par contre ce qu'ils avaient retenu des informations qu'ils avaient eues. En tout cas, c'est ce que dit l'histoire. Après, on verra ce que dit la justice en l'occurrence, mais c'est ce que dit la petite histoire. Mais avec un produit, tu en parlais très bien, cette synchronisation qui fait date maintenant et qui est en plus, c'est ça l'avantage de cette marque, c'est que les anciennes enceintes restent compatibles encore avec les nouvelles. Incroyable. Assez incroyable, quoi. Ouais. Ils ont parlé à un moment de rendre incompatible la première génération d'enceintes. Ça a fait un tollé. Ouh là là, ça fait. On en avait parlé d'ailleurs dans le podcast à l'époque. Et c'est tellement un tollé. Ils sont revenus en arrière, ils ont dit d'accord, on n'aurait pas les nouvelles features forcément, parce que et là je peux comprendre, il peut y avoir du matériel différent qui fait que telle ou telle fonctionnalité n'est pas possible, techniquement possible sur les vieux. Mais ils se contrôlent toujours aujourd'hui. J'ai 2 pièces qui ont plus de 10 ans et d'autres plus récentes dans la maison, et tout ça fonctionne ensemble, à part quelques fonctionnalités. AirPlay par exemple, envoyé de mon iPhone vers ça ne va que vers le matériel le plus récent, le plus vieux ne peut pas supporter ça. Mais après il suffit de les grouper et donc ça marche. J'envoie sur celui qui supporte et puis je groupe celui qui supporte avec l'autre et ça marche comme ça aussi. Bref, j'avais pris comme alibi la sortie de 2 nouveaux haut-parleurs pour parler de Sonos. Le Era 100 qui va remplacer le Sonos One. Le Sonos One, ça ressemble à un gros cylindre, c'est comme un gros Alexa, un gros pot à tabac qui fonctionne sur secteur, qui est soit en Wi-Fi, soit en câble, qui peut avoir Alexa ou Google d'ailleurs dedans. On peut lui parler à ce modèle-là. Je sais pas trop pourquoi il déprécie le Sonos One, parce qu'il avait encore un look qui ne faisait pas trop vieux. Et l'Era n'est pas fondamentalement différent. Il change quelques petites touches à gauche et à droite, mais c'est pas fondamentalement différent. Pour à peu près le même prix, je viendrai sur les prix dans 1 minute. Et puis l'Era 300 qui lui vient combler un manque, parce que avant ils avaient un gros haut-parleur, la taille, comment expliquer ça, la taille de quoi, d'une batterie de voiture, une espèce de boomer quoi, un peu volumineux pour une table de nuit. Puis ils avaient un modèle un peu plus petit, toujours volumineux mais acceptable, et ce plus petit qui s'appelait le Play 3 a disparu depuis bien longtemps, et ils ont toujours un gros, et ils avaient le Sonos One, et donc il y avait un espèce de trou en termes de taille de haut-parleur au milieu, et c'est le Era 300 va remplir ce trou là maintenant. Alors il y a plein d'avantages à Sonos, notamment la quantité de streams qu'on peut mettre dessus, que ce soit Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, Audible, TuneIn, enfin Qobuz. C'est incroyable le nombre de sources. On peut également connecter des sources analogiques, et d'ailleurs sur les nouveaux Era, il y a une prise USB, mais il est fourni avec un petit connecteur pour pouvoir plugger un tourne-disque par exemple, si on a encore un tourne-disque. Donc on peut aussi distribuer du son d'entrée analogique, parce qu'une fois que votre entrée analogique est connectée, de nouveau ça peut être diffusé sur l'ensemble des haut-parleurs de votre maison. Alors voilà, pour ça c'est toutes les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que ces Sonos, ça coûte assez cher, c'est peut-être un peu le Apple du monde de la musique connectée. Donc il y a un beau design, un beau packaging, des beaux produits qui marchent bien, mais c'est pas donné. Concrètement, sur le nouveau Era 100, on parle de 279 €, et sur le 300, on est à 500 €, 499 pour être précis. Donc ça fait quand même cher, surtout qu'il y a quasiment aucun intérêt à acheter ce genre de produit tout seul. Si on en a qu'un, c'est pas fondamentalement différent d'une bonne enceinte JBL ou Bose ou autre. Ce qui fait vraiment la force de Sonos, c'est quand on en a 4, 5 en plus toute la maison, là, ça devient vraiment on peut commencer petit avec des kits. Ils ont encore des kits c'est ce que je fais moi depuis 10 ans, on en achète un de temps en temps. On va offrir un. Et puis là maintenant j'en ai 4 ou 5, mais sur plus de 10 ans, L'autre possibilité de goûter à du Sonos, c'est de passer par Ikea, je pense. Ils ont encore un deal, un arrangement avec Ikea. Oui, ils avaient un deal. Il y a des haut-parleurs connectés Ikea, vendus par Ikea sous marque Ikea, mais avec la technologie Sonos à l'intérieur. Par contre, je ne sais pas, il y a moyen de les pairer avec les autres Sonos. J'ai jamais essayé. J'ai un petit doute là-dessus. Voilà. On aime bien parler des belles marques quand on trouve qu'une marque est performante et intéressante, etc. Sans intérêt particulier, très honnêtement. C'est pas le genre de la maison, vous le savez. On n'est absolument pas financé par les marques, nous. Donc, on n'est pas payé pour en dire du mal, ni pour en dire du bien, ni par personne d'autre. C'est sur fond propre, comme on dit. Donc, voilà. Et on n'a aucune intention de changer de crèmerie. Je sais pas si David, un petit mot ou pas. C'est comme tu veux. Je ne connais pas du tout les produits Sonos. J'ai déjà entendu parler, mais j'en ai jamais utilisé. Je connais personne qui en a.
Ah ben voilà. Si, si, tu connais au moins une personne. Donc, moi, j'ai des amis qui ont du Sonos chez eux, barre de son, etc. J'adore quand je vais chez eux, j'adore écouter le son que ça rend, etc. J'en ai pas chez moi. C'est bizarre, hein, c'est particulier. Voilà. C'est parce qu'il faut financer un podcast. Donc, du coup, j'ai plus de sous. On arrive tout doucement au bout de cet épisode et donc forcément la lettre W comme oui mais non, je le dis, je le répète, si c'est la première fois que vous nous écoutez, vous le savez peut-être pas, c'est que le oui mais non chez nous c'est une information technologique certes mais improbable, mais technologique. Certes, mais improbable. Et donc, David a trouvé un oui mais non, il n'y en a pas chaque semaine, mais quand il y en a un, c'est plutôt rigolo. Souvent rigolo, d'ailleurs. Des fois, c'est un peu triste. Mais là, je pense que ça va être rigolo. De quoi vas-tu nous parler, David ? Qu'est-ce que tu nous as trouvé comme oui mais non ? Je vais parler de champignons, d'où le titre Mushroom Power. Je suis tombé sur cet article qui parlait d'un ordinateur fait à base de champignons, avec une jolie photo d'une carte mère avec des champignons un peu partout dessus. Je me suis dit, c'est un canular, ce n'est pas possible ce truc-là. Apparemment, l'article dit que c'est le Unconventional Computing Laboratory de l'université UWE Bristol qui aurait un laboratoire qui développe ce genre de technologie. C'est entre autres derrière des algos basés sur la biologie, des prototypes de microbes senseurs, des circuits électroniques en kombucha. Le mycélium agirait comme un conducteur comme des composants d'ordinateur et garderait une mémoire. Un gros point d'interrogation à côté parce que la mémoire des champignons, ok. Il parle également qu'on appelle le réseau de mycélium sous le sol le Wood Wide Web, en rapport au World Wide Web. Ouais. Bon, il y a un deuxième article en lien qui parle de la possibilité d'utiliser des champignons pour créer en quelque sorte des réseaux pas tout à fait neuronal, mais un peu dans le genre. Des portes logiques en tout cas. Je me disais, ce n'est peut-être pas un canular, c'est peut-être vrai. Puis je lis, je me dis mais non, c'est pas possible. Puis je me dis oui, et puis je me dis la photo avec la carte mère, parce que quand on voit la photo de la carte mère, on se dit c'est une carte mère de PC où on a saupoudré des morceaux de champignons dessus. Ça ne peut pas être vrai. Et puis dans l'autre article, apparemment, il crédite la photo comme étant réellement la carte mère du laboratoire. Alors il y a un gros point d'interrogation. Pour moi, c'est ouais mais non, parce que avant les champignons, ce fameux professeur étudiait la possibilité d'utiliser des moisissures visqueuses pour faire des ordinateurs. Voilà, ça me fait un peu penser au vieux film belge, L'Ascenseur. Oui, c'était un film hollandais d'ailleurs, de Lift. Ah, c'était pas hollandais. C'était hollandais, c'était pas belge. C'était. Ah, ok. Ouais. Et donc, oui, il y a la fin. Je vais pas casser tout le suspense du film, mais voilà, c'était aussi un gros paquet de moisissures visqueuses, intelligent. Ce serait une histoire parfaite pour un nouveau chapitre de Spirou et Fantasio avec le conte de Champignac. Tu vois, le conte de Champignac. Tu vois, où il y avait toujours des armes, des outils pour transformer les choses en champignons ou à base de champignons. Le méthanol, par exemple. Entre autres, ça me donne envie de replonger dans les vieux Spirou et Fantasio. Dans Franquin, ouais, effectivement. Merci pour cette news. C'est ce oui mais non. David, on reste quand même un peu, quoi. On se demande... Ceci étant dit, quand elle chauffe, une fricassée de champignons, ça tu rajoutes un œuf, t'as une omelette, ouais, c'est ça. Pourquoi pas, finalement, ça peut être intéressant. Ça peut être toxique et ça peut sentir mauvais aussi. Ça peut aussi sentir mauvais, t'as raison. En fait, en le disant, je me suis dit, c'est pas nécessairement bon, et voilà. Ne le faites pas chez vous, comme on dit dans ces cas-là. Ce qui nous amène tout naturellement à la fin de cet épisode, et vous vous en doutez, il y a des news en plus, parce que il y en a encore un petit peu, on est encore un petit peu sous le coude, donc il y aura un bonus. Il est peut-être même déjà disponible. Allez savoir, jetez un petit coup d'œil. Si ça se trouve, vous avez déjà un bonus
bonus disponible, 15 minutes maximum en plus, c'est ça le principe du bonus, pour pas prendre encore plus de votre temps. Vous nous avez déjà consacré près d'une heure pour écouter cet épisode 392, on vous en remercie. David, Sébastien, on se dit à très bientôt et passez une très très bonne semaine. Salut.